On n'est pas sorti des renseignes. C'est la galère. Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'OPSR Parlons-en, une émission diffusée sur Radio Alliance Plus, Rage et disponible en podcast. Avant toute chose, un avertissement. Dans cet entretien, nous allons aborder le sujet très difficile des violences conjugales, tant physiques que psychologiques. L'écoute de cet épisode peut donc s'avérer particulièrement éprouvante pour certaines personnes. Si vous êtes une femme victime de violences conjugales, je rappelle que le 3919 est un numéro d'écoute anonyme et gratuit destiné à vous informer et à vous orienter vers une prise en charge adaptée à votre situation. Dans un entretien diffusé en 2021 sur 7 à 8, l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch brisait le silence sur les violences conjugales dont elle a été victime. Un récit douloureux et choquant dans lequel elle révèle avoir subi 2 ans d'enfer de ses 19 à ses 21 ans. Dénigrement, chantage affectif, insultes, menaces de mort, coups, viols. L'artiste évoque en détail le schéma d'emprise dans lequel l'a enfermé son ex-compagnon. À travers son témoignage, elle souhaite encourager les femmes victimes à partir dès les premiers signes de violence et surtout à porter plainte. Notre invitée Nadine Poncept fait aussi partie de ces nombreuses femmes qui ont vécu l'enfer des violences conjugales. La coach en sport santé de 53 ans a réussi à s'extraire de l'emprise de son ex-compagnon. Elle témoigne aujourd'hui de sa reconstruction rendue possible grâce à ses proches et aussi grâce au sport. Bonjour Nadine. Bonjour Juliane. Alors Nadine, il y a plusieurs années, tu es parvenue à sortir de l'emprise de ton ex-conjoint et tu as vécu des violences similaires à celles décrites par Camille Lelouch dans son témoignage. Quand est-ce que les violences ont commencé pour toi ? Alors les violences, elles remontent à très longtemps, puisque malheureusement dans mon parcours de vie en tant qu'adolescente, j'ai été victime d'agressions sexuelles par un professionnel de santé qui était un kiné. Et puis, en fait, on met un gros couvercle sur le pot, parce qu'on est jeune, on est en pleine construction d'adolescence. Et on en parle aussi à ses parents, mais à l'époque, dans le contexte, par rapport à cette période-là, on en parlait beaucoup moins, c'était tabou, donc la parole n'a pas forcément été non plus écoutée, même si d'une certaine façon, elle s'est libérée. Donc je me suis malheureusement construite, et ça je l'ai compris bien longtemps après avec toutes les années de thérapie, que à partir de là, quand on commence à avoir des plaies à l'âme, c'est aussi comme ça qu'on se construit et qu'on tombe dans des situations qui sont très compliquées, puisque derrière j'ai enchaîné deux histoires consécutivement qui ont été jonchées de violences physiques et psychologiques, et pour lesquelles j'ai mis plus de 10 ans à me reconstruire, à sortir effectivement de ce silence, et puis en étant à la fois abîmée psychologiquement et physiquement, et surtout aussi un enfant qui a été aussi abîmé par un compagnon que j'ai eu entre les deux papas. Et donc ça passait par un cycle, j'allais dire, classique d'emprise, à savoir du dénigrement, des remarques, et puis ensuite l'escalade de la violence. En fait, au début, on n'a pas conscience qu'on est sous cette emprise, parce que la situation, elle paraît idyllique. On est sur des profils d'hommes qui sont des archétypes un peu du pervers narcissique, donc effectivement, on est dans la phase de séduction, et puis après, rapidement, ils ont le pouvoir sur nous, et puis derrière, c'est l'emprise. Mais avant de s'en rendre compte, comment dirais-je, on se rend compte il y a quelque chose qui va pas. L'autre, effectivement, nous met dans des situations où il nous rend coupables de son état. Donc, rapidement, il dénigre effectivement notre cercle familial, notre cercle amical. Donc, petit à petit, on s'éloigne de tous ces repères qu'on peut avoir et qui peuvent nous faire du bien. Moi, par exemple, sur des situations comment ça a commencé, sur une relation que j'ai eue avec le premier homme qui m'a malmenée. Il s'est retrouvé au chômage, il commençait à être dans le contrôle de ma vie,
de mon emploi du temps. À l'époque, j'étais commerciale et lorsque mon téléphone était encore sur messagerie après 14h05, il était déjà en train de me dire: «Je vois que ton rendez-vous s'est bien terminé, tu dois être dans une chambre d'hôtel à l'heure qu'il est». Donc rapidement, on est dans une situation où on est tout de suite dévalorisé, dénigré, on perd pied. Et puis, le ton commence à monter, ça laisse place effectivement à toute cette humiliation. Il était de plus en plus jaloux, il devenait de plus en plus addict au sexe. C'était aussi pour lui, effectivement, quand je me refusais à lui, il me faisait vivre l'enfer. Puis par vengeance, des films qui pouvaient se faire à mon sujet, il a commencé à s'en prendre à mon fils qui avait à ce moment-là que 3 ans. Donc je rappelle que c'était pas le papa de mon enfant et il lui faisait subir des violences, à mon insu, mais j'ai mis, un certain nombre, de mois à ouvrir les yeux, pour voir que mon fils était, effectivement réellement, en danger. Oui, parce qu'il faut dire que les violences conjugales touchent aussi les enfants. On appelle ça les violences intrafamiliales. Et malheureusement, les enfants font partie aussi des victimes de ces schémas. Ah mais complètement, de toute façon, les enfants, sont, également des victimes, on les appelle les victimes collatérales, hein. Ils subissent, soit par, lien direct avec, soit parce que c'est le père ou parce que c'est le beau-père. Donc ils ont, pour eux, c'est compliqué d'avoir à se construire au milieu de tout ça. C'est aussi on se doit d'être des référents, pour nos enfants, pour leur montrer l'exemple, pour être des modèles. Pour qu'ils puissent effectivement se construire et ne surtout pas répéter. Parce que le problème des enfants qui vivent dans ces situations de conflits, familiaux, derrière, c'est des choses qui vont aussi, potentiellement pouvoir, reproduire. Alors soit à l'école, donc avec un peu de chance, prévenus aussi par, l'équipe, d'enseignants qui peuvent alerter. Mais après dans leur vie, de grands aussi, reproduire, ces schémas-là, où ils ont vu, une maman, qui a été, violentée, qui auront tendance peut-être aussi à reproduire ça. Ou tout simplement, des petites filles aussi qui à leur tour, peuvent, devenir aussi des futures victimes aussi, puisque elles sont aussi sous l'emprise aussi, d'une certaine façon de la maman, hein, puisque les enfants, on sait que c'est des éponges, quoi. Et quand on commence à subir des violences physiques, ou psychologiques, on pense que ça relève de l'accident, de l'exceptionnel. Alors on pense que tout va reprendre son cours, que ce sera qu'un lointain, souvenir. Mais en parallèle, il y a aussi un travail de sape de la part de l'autre, hein, puisque en fait, comme je disais tout à l'heure, les amis, sont critiqués, ils sont rabaissés, et là, pour le coup, le bourreau, il opère bien, hein, puisque diviser pour mieux régner, on a écarté effectivement tous les gens, qui peuvent être des personnes, référentes importantes. Et tu t'es donc retrouvée isolée. Ah bah, complètement, on se retrouve de toute façon, isolé parce qu'on a honte d'en parler, on a l'impression de vivre un mauvais film qui ne ressemble pas aux normes sociales avec lesquelles on a été élevé. Et quand l'autre dépasse les bornes, il se repentit parfois, il demande pardon parfois. Et quand on commence à en parler à une amie, quelques jours, plus tard, on pense aussi que ça va être un nouveau départ, hein, puisque entre-temps, il y a eu peut-être l'amendement de l'autre, il y a eu le pardon. Donc quand les situations se répètent, puisque c'est souvent, des schémas qui se répètent comme ça, on a l'impression on épuise aussi, nos amis, on a l'impression qu'on devient aussi moins crédible et on pense aussi que les choses, vont toujours s'arranger. Alors donc l'autre nous rend aussi responsables de cette situation, de son état et on finit aussi même par croire que le problème vient aussi de nous, hein, donc Ce qu'on appelle l'inversement de culpabilité. c'est ça, exactement. Alors on se sent, du coup plus crédible, on finit par se réfugier dans cette forme de mutisme et à s'écarter de son cercle, amical et familial. Et de plus, quand, on a et ça je l'ai vécu aussi dans une situation, par la suite avec, mon deuxième bourreau, quand l'alcool commence aussi à faire partie intégrante de la vie de l'autre, c'est une escalade supplémentaire, c'est une porte ouverte à d'autres formes de violence
et avec de la violence physique, avec des menaces de mort, où là, effectivement, la peur s'installe. Et c'est une peur qui vous quitte jamais. Moi, je me suis reconstruite, j'ai mis un certain nombre d'années à me reconstruire, mais voilà, même en travaillant durement avec des thérapeutes, voilà, la peur de l'autre, à partir du moment où on est touché physiquement, c'est une peur qui ne nous quittera jamais. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'il faut, on en parlera, je pense, sur les sujets suivants. Tout à fait. Et à quel moment tu as réalisé que tu étais sous emprise? Alors moi, j'ai réalisé que j'étais sous emprise, malheureusement, les 2 situations qui ont fait que je suis sortie de ces situations d'emprise, je ne l'ai pas fait pour moi. Je me suis décidée à partir pour mes enfants, parce que j'ai vu que mes enfants étaient en danger, physiquement et étaient en danger psychologiquement. Donc le travail du pervers narcissique, c'est d'appuyer où ça fait mal et il se sert des situations souvent douloureuses qu'on lui a confiées, qu'on a pu vivre dans son passé et du coup, il s'en sert aussi pour, nous rabaisser. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il exerce du pouvoir sur nous, on commence déjà à être sous cette emprise-là. On perd alors à ce moment-là l'estime de soi, on perd confiance en soi et on est aussi perdu. On est perdu dans tout ce qu'on peut entreprendre, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel, de tous les choix qu'on peut faire. Il a souvent aussi créé une dépendance aussi affective, ce pervers-là. On pense qu'on vit l'amour alors qu'en fait on est juste dans la dépendance. Et il a aussi cette aptitude à nous faire croire que on retrouvera jamais mieux que lui. Donc vraiment il se sert de cette situation de dépendance affective qu'il a bien explorée, parce que vous avez été un livre ouvert, parce que vous avez peut-être eu tendance à lui confier peut-être des choses qui relevaient de l'intime, peut-être un peu trop tôt aussi. Donc tout simplement pour vous rendre coupable aussi de cette situation. Et de fait, est-ce que quand tu as réalisé que tu étais du coup malheureusement victime d'un schéma d'emprise, est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que ça a été facile de demander de l'aide sur le moment? Alors, j'ai pas tout de suite demandé de l'aide. Il s'est trouvé que j'avais une amie qui était présente, un jour où j'ai malheureusement subi, de la violence physique, où elle en a été témoin et c'est elle qui m'a, presque de force accompagnée, à la gendarmerie pour déposer plainte. J'avoue que c'est vrai que la situation m'a beaucoup arrangée qu'elle puisse se passer devant elle, puisque d'autres fois, il y a eu des situations de violence et j'avais pas le courage de le faire parce qu'on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver à la gendarmerie? Est-ce qu'on va me croire? Et puis tout est confus dans sa tête, parce que même quand on dépose plainte et même si on a une amie qui était témoin, on est complètement embrouillé. En fait, il nous retourne le cerveau, donc on n'a plus cette capacité d'être dans le discernement, de pouvoir exprimer les choses de façon claire, d'être crédible aussi par des personnes qui sont là pour relever toutes les informations que vous allez leur communiquer. Et oui, parce que ces bourreaux, en général, en plus, ont une méthode assez insidieuse, c'est-à-dire qu'ils arrivent à insuffler un sentiment de honte, en fait. On a presque honte, en fait, de parler de ce genre de situation, de l'exprimer et de témoigner de ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'imagine pas, en fait, sur le moment, qu'on puisse être entendu à sa juste valeur. On n'est pas préparé à la violence, donc forcément, ça sort complètement des sentiers battus, ça sort complètement de notre zone de confort et surtout, on pense toujours que ce genre de situation, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive que dans des milieux particuliers, des milieux qui peuvent être défavorisés, des milieux voilà, qui ne ressemblent pas aux nôtres. Alors qu'en fait, aujourd'hui, la violence, elle touche tout le monde, elle touche toutes les catégories sociales.
Elle touche toutes les catégories d'appartenance politique, de, 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 euh, D'âge aussi. d'âge également, oui, oui, parce que aujourd'hui, on a des idées reçues. Hein. Même moi, je pensais que les femmes qui subissaient, c'était des femmes qui pouvaient avoir entre 35 et 50 ans. Alors qu'en fait, aujourd'hui, toutes les tranches d'âge sont touchées, plus particulièrement les 18-25 ans et aussi les plus de 60 ans. Hein, on arrive sur une fin de vie professionnelle où parfois les couples n'ont pas eu l'habitude non plus de partager leur quotidien. Ils ne se supportent plus. Enfin voilà, il peut y avoir plein de situations diverses et variées. Et aujourd'hui, personne n'est épargné. Voilà, donc ça peut être votre ami, ça peut être votre sœur, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre voisine. Voilà, donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui, on est dans une situation qui malheureusement existe depuis trop longtemps et grâce effectivement à des émissions comme les vôtres, ça nous permet aussi de pouvoir libérer aussi cette parole, ça permet d'être entendu, ça permet aux auditeurs, aux éditrices de sortir aussi de cette ombre-là. Et oui, et de parler de son parcours. Parfois aussi dans l'opinion publique et pendant des années, les gens avaient justement des idées reçues sur le profil des femmes victimes de violences conjugales ou des réflexions. Pourquoi elle part pas tout de suite ? Pourquoi elle fait ça ? Mais les gens ne se rendent pas compte au final effectivement de ce sentiment-là que tu décrivais particulièrement bien tout à l'heure, qui est celui de la peur, qui peut malheureusement paralyser sur le moment. Et le bourreau arrive à instaurer ce climat qui fait que sur le moment, on se dit qu'il est impossible de partir. Alors oui, les femmes, c'est vrai que souvent on nous accuse de ça. C'est pourquoi t'es pas partie avant, pourquoi t'as continué à subir, pourquoi t'as accepté le mot de trop, pourquoi t'as accepté la première gifle. Toutes les situations sont très très différentes. Je pense que aussi on se nourrit de ce qu'on a bien voulu nous donner aussi, c'est-à-dire que quand il y a le premier écart de langage, que ce soit le premier écart aussi de comportement physique, pour peu qu'on ait notre bourreau qui vienne s'excuser, qui vienne s'amender un petit peu de ce qu'il a pu faire, on lui laisse sa chance. Moi, on m'a toujours dit, laisse toujours la chance à ton prochain. On a tous droit à l'erreur. On peut avoir un pétage de plomb. Mais non, voilà, il faut savoir que une phrase, un mot d'humiliation, déjà, on n'est plus du tout dans le schéma de l'amour. Hein. C'est aimer l'autre, c'est vouloir en prendre soin. C'est lui donner du plaisir, c'est faire en sorte qu'il soit heureux. Et le geste physique, voilà, il y a la première gifle. On sait que de toute façon, derrière, il n'y aura pas qu'une seule gifle. C'est-à-dire que c'est malheureusement l'escalade qui va faire qu'on va arriver aujourd'hui sur des situations de féminicide aussi. Oui, rappelons qu'en 2022, 147 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. La plupart d'entre elles avaient porté plainte. Qu'est-ce qui s'est passé après le dépôt de plainte ? Quand est-ce que tu t'es décidée à partir ? Est-ce que tu es partie tout de suite ? Comment ça s'est déroulé pour toi ? Non, moi je suis pas partie tout de suite en fait. Sur ma première situation, c'est d'avoir pu constater des blessures très graves sur mon enfant qui a fait l'objet du coup d'une procédure pénale qui a duré 6 ans. Et pour laquelle je me suis battue. Malheureusement, c'est sorti au moment de l'affaire Outreau et la parole de l'enfant n'a pas été entendue. Mais c'est sur ce seul motif que je suis partie. Je suis même pas partie pour moi parce que je pense que, comme je l'expliquais au début de l'émission, le fait d'avoir moi-même subi, j'étais dans une situation où quelque part, inconsciemment, j'étais condamnée à souffrir, j'étais condamnée à accepter l'inacceptable. Donc, j'étais pas prête, moi, pour sortir de cette violence. C'est mes enfants qui m'ont donné la force de partir. Parce que je voulais pas, à leur tour, qu'ils puissent, à un moment donné, être de nouveau encore des victimes. Mon fils avait été suffisamment victime comme ça.
Et donc aujourd'hui, tu témoignes à cœur ouvert régulièrement sur ce qui t'est arrivé, sur ton parcours. Et en quoi c'est important pour toi de raconter ce qui t'est arrivé? En quoi c'est important pour toi de libérer la parole? Alors, aujourd'hui, moi, je me suis parfaitement reconstruite. Donc, c'est aussi un message d'espoir aussi pour toutes ces personnes qui sont dans des situations très difficiles et qui pensent qu'elles sont condamnées à vivre des situations insoutenables toute leur vie. Voilà, le bonheur, il existe. Le plaisir de vivre, il existe. Pourquoi c'est important de libérer la parole? Tout simplement, déjà pour sortir du silence. Libérer la parole, quand on est effectivement une personne comme moi, avec ce gabarit, sportive, musclée, quand on me voit de l'extérieur, on me dit: «Mais comment est-ce possible que tu aies pu, toi-même accepter, de pouvoir prendre une gifle ou qu'on puisse mal te parler parce que tu as un fort tempérament?» En fait, les gens, naturellement, ils s'identifient aussi à la parole des autres. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir, alors libérer la parole, c'est aussi ne plus être dans le déni de cette emprise, hein. C'est quelque part, avouer qu'on vit une situation, difficile, on vit une situation de violence et c'est à partir de là qu'on va commencer effectivement à aller chercher de l'aide. Donc je me rappelle très bien être allée, rencontrer des associations, avec des juristes, avec, un accompagnement, sur le terrain. Pour aller, tout simplement crier au secours, et puis avoir, effectivement, de l'aide parce que, tout à l'heure on parlait des situations qui sont très difficiles, mais la femme qui en plus ne travaille pas, elle est sous cette emprise supplémentaire où, elle est dépendante non seulement déjà affectivement de l'autre, mais en plus financièrement. C'est aussi, libérer la parole, c'est aussi, une façon de protéger, ses enfants, hein, parce qu'on en parle, et c'est aussi mon combat, hein, donc protéger l'enfant, de ces situations de violence conjugale et c'est d'être, surtout, moi j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a sauvée, en plus du sport, c'est d'être accompagnée sur le plan psychologique, pour éviter, tout simplement de reproduire ces situations et puis de les comprendre, puisque, en ayant déjà subi une première situation de violence conjugale à travers mon fils et à travers ces violences physiques, ça m'a pas empêché de re-signer pour une deuxième situation, de nouveau violente et à la fois psychologique et physique pour cette fois-ci. Donc pour pouvoir, sortir et s'extraire de tout ça, il faut absolument et c'est absolument nécessaire d'avoir une aide psychologique, d'avoir un soutien psychologique, quel qu'il soit. Par un psychologue, par, une parole, auprès de votre médecin traitant, qui va aujourd'hui, pouvoir vous prescrire, des séances qui sont actuellement d'ailleurs remboursées par, la sécurité sociale sur une partie. Mais déjà, c'est avoir une amorce pour pouvoir avoir une personne complètement extérieure, à votre cercle familial, à votre cercle amical, qui va être, comment dirais-je? Neutre dans votre situation et qui va, pouvoir, lui, à un moment donné, pointer du doigt le fait que vous êtes effectivement une victime et qui va vous aider et va tout faire pour vous en sortir. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Alliance Plus et Rage. Tout de suite, Lucy Dacus et son titre Yours and Mine. I'm afraid of pain, both yours and mine, both yours and mine. I'm afraid of pain from where it comes and where it falls. Somebody lit the
De retour sur les ondes de Radio Alliance Plus et Rage, vous écoutez le nouvel épisode de PSR Parlons-en, une émission qui aujourd'hui, je le rappelle, aborde le sujet difficile des violences conjugales. Je suis toujours en compagnie de mon invité Nadine Poncept, coach en sport santé, qui témoigne de son parcours d'ancienne victime et de sa reconstruction. Alors Nadine, le sport d'ailleurs tient une place prépondérante dans ton processus de reconstruction et tu es même devenue coach en sport santé. En quoi le sport t'a aidé à te relever de cette épreuve ? Alors effectivement, le sport, il fait partie de mon ADN depuis que je suis toute petite. Mes parents m'ont transmis ces valeurs que représente le sport. J'ai toujours eu aussi à cœur de m'occuper des autres. Donc c'est important aussi dans mon parcours de comprendre que l'association des deux fait que, et la pratique aussi des sports en mer, ça a aussi été un véritable univers thérapeutique aussi pour moi d'être sur l'eau. Quand j'étais en pleine procédure pénale pour que mon fils soit reconnu comme victime, j'ai fait la rencontre de Boris Cyrulnik, donc qui est un écrivain et neuropsychiatre qui a été un petit peu le précurseur de la résilience, hein, et notamment de la résilience aussi par le sport, et qui lui, à ce moment-là, me conseille d'être dans le sport pour mon fils, afin d'aller mieux et surtout d'emprunter ce fameux chemin de la résilience. Le sport, c'est aussi un hymne à l'engagement et à la participation. Les sportifs, ils sont des super symboles, des symboles forts et des exemples à suivre de résilience, parce que dans le sport, on va développer des mécanismes à la fois pour mesurer l'adversité, on va aussi développer des mécanismes pour développer la protection, hein, la protection aussi de soi-même, et puis aussi développer des capacités d'adaptation. Hein, ça va être sa capacité à pouvoir rebondir de situations qui sont parfois extrêmement compliquées. Et quand on devient résilient, à partir de là, on refuse aussi d'être dans ce rôle de victime passive. Et on commence, ou on recommence à avoir des rêves fous. On apprend à nouveau aimer la vie, à refaire confiance aux autres et à soi-même. Et aussi à se pardonner, hein, parce que quand on est une maman et puis qu'on a des enfants qui ont subi ces violences intrafamiliales, on est aussi dans cette culpabilité de leur avoir malheureusement transmis des choses qu'on n'avait pas imaginé faire quand on était enceinte de ces petits bouts dans notre ventre. Et quand on est coach, on devient aussi un modèle, on devient aussi un soutien. Et c'est donc un facteur de résilience très précieux. Et d'ailleurs, tu t'es lancé un défi de taille l'été prochain. Tu vas relier la Corse depuis le Cap d'Aille en kitesurf. 190 km de traversée, c'est pas rien. Et cela au profit de la Fondation des femmes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton projet ? Il y a déjà il y a à peu près une dizaine d'années, à l'époque, je faisais beaucoup de planches à voile, je faisais des compétitions. Et puis, j'ai toujours été attirée par le large, j'ai toujours eu envie de me retrouver un petit peu loin des côtes. Et j'avais envie de rejoindre la Corse parce que symboliquement, elle représentait beaucoup de choses pour moi. Elle représentait la rencontre avec mon mari qui prend soin de moi aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidée aussi à me reconstruire. Et puis, c'est un pied-à-terre qu'on a dans la famille. Donc, c'est vrai que c'était aussi... Et puis, c'est une durée aussi, c'est une distance qui reste quand même réalisable, hein, pas non plus surhumaine. Et puis, entre-temps, je suis passée sur un nouveau support, hein, qui est le kitesurf. Donc, c'est une activité qui utilise le vent, hein, pour pouvoir avancer. Donc, on est en fusion avec les éléments naturels. Et quelque part, c'était pour moi un symbole aussi de combattre aussi quelque part cette mer. C'est aussi c'est représentatif un petit peu de ce que j'ai traversé dans le passé. Donc,
tout ce qu'on est, on est capable d'encaisser. Et puis, c'est une façon aussi pour moi de boucler la boucle. C'est-à-dire que voilà, je me suis reconstruite et j'ai envie aussi de pouvoir traduire ça de façon télévisuelle, que ce soit relayé médiatiquement pour soutenir cette cause-là. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces phénomènes de violence qui sont malheureusement sans cesse croissants, mais on ne parle pas non plus de la reconstruction après. Et j'ai trouvé que associer les deux, ça pouvait être une belle image, à la fois pour le côté sportif et puis aussi pour donner l'espoir aussi à toutes ces femmes qui sont dans ces situations où on se dit que on sortira jamais de l'impasse, qu'on sera condamné à vivre, à vivre malheureusement. Voilà, le bonheur, il existe après et il faut croire aussi en tout ça, il faut croire en soi. Voilà, donc bien évidemment, ça va être un défi de taille, puisque aucune femme ne l'a encore réalisé pour l'instant. Mais c'est vrai que voilà, je peux ne pas y arriver, mais en tous les cas, je vais tout faire pour y arriver parce que je veux vraiment que justement la parole des femmes et la parole des enfants soient entendues, qu'on fasse du bruit. Et puis que surtout derrière, puisque c'est porté par la Fondation des femmes pour un appel aux dons, donc quel que soit le don, il n'y a pas de petit don. C'est comme ça qu'aujourd'hui, toutes les associations viennent aider sur le terrain. Voilà. Et comment on se prépare mentalement et physiquement à un tel challenge ? Alors, comment on se prépare physiquement ? Bien évidemment, il y a toute une préparation physique adaptée où on va travailler à la fois tout ce qui est endurance, résistance, proprioception, travail d'équilibre. La difficulté, ça va être d'être sur la même jambe pendant 190 km. Donc, ça veut dire que c'est un risque de crampe. Donc, si on n'a pas préparé musculairement son corps correctement, on risque effectivement de rencontrer quelques difficultés. Mais bon, voilà, tout ça se prépare, c'est comme tout. Donc, on passe aussi par des phases, des fois un peu de doute, de questionnement. Et puis, j'ai plus non plus 20 ans, je vais sur 54 ans. Je les aurai pas encore quand je la ferai. Mais voilà, le corps récupère pas de la même façon. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'associer cette notion de plaisir et de glisse que représente cette super activité sportive aussi. Et l'événement est organisé par l'association Des ailes pour elles, et tu es présidente de cette association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors oui, effectivement, depuis mars 2022, je suis présidente de l'association Des ailes pour elles. Donc la vocation première de l'association, c'est de porter l'événement qui va se dérouler entre le 1er mai et le 30 juin 2023, pour un départ donc, du Cap d'Aille pour relier Calvi en Corse. Cette association, elle a également une marraine qui s'appelle Laura Rapp. Laura Rapp, elle a échappé à la mort sous les strangulations de son mari devant sa petite fille de 2 ans et demi. Et j'ai également un parrain, donc je peux maintenant communiquer officiellement dessus depuis quelques jours. C'est Lucien Douib. Donc Lucien donc a sa fille, pour le coup, qui a fait partie malheureusement de ces femmes qui ont été victimes de féminicide, qui a été tuée froidement par le père de ses enfants en Corse. Il y a 3 ans en Corse, à côté d'Île-Rousse. Dont le procès, d'ailleurs, se déroule en ce moment parce que le papa, l'homme qui a donc assassiné Julie Douib, veut récupérer la garde de ses enfants. Voilà, et donc, écoutez, il y a une justice aussi sur cette terre, puisque du coup, le père est déchu de ses droits de garde, de ses droits parentaux, pardon, et également, il est donc condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, dont 19 qui restent à faire, puisqu'il en a eu déjà 3. Donc déjà, les enfants sont protégés, tout le monde est soulagé, mais ça a été un gros combat. C'est un gros combat psychologiquement, et puis il faut savoir aussi que quand on rentre dans ces procédures, forcément, il y a un coût. Et aujourd'hui, personne ne vient vous rembourser vos frais de procédure. Il faut savoir que 2 procès d'assises, c'est l'équivalent de 60 à 80 000 euros. Donc, si on prend l'exemple de Laura Rapp, qui est la marraine,
Elle a été obligée, donc aujourd'hui, elle habite chez son papa et elle est obligée ils ont été obligés de vendre un bien pour pouvoir payer les frais de procédure. Donc, vous voyez, on arrive dans des situations qui deviennent très compliquées. Donc, si on n'a pas toutes les aides sur le terrain avec ces associations, elles font un travail extraordinaire. Elles relayent énormément l'information, l'écoute, le soutien et toutes les aides, que ce soit juridiques et autres. Et la vocation future de post-événement de l'association, donc des ailes pour elles. Donc je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Ça va être d'accompagner les femmes dans leur reconstruction à travers justement la résilience par le sport. Une association qui est donc domiciliée sur le territoire Terre de Camargue, à Saint-Laurent-des-Gouzes. Un très beau projet. On se retrouve dans quelques instants sur les ondes de Radio Alliance Plus et Rage. Elle vient de décrocher le titre de l'artiste la plus primée de tous les temps aux États-Unis. On écoute tout de suite Beyoncé et son titre Break My Soul, véritable hymne à l'émancipation. Snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. I'm found me a new foundation. Yeah. Taking my new salvation. And I'ma build my own foundation. Yeah. Oh baby, baby. We all know, can't break my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Looking for something that lives inside me. For something that lives inside. You won't break my soul. 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 Telling everybody. Everybody. You won't break
De retour sur Radio Alliance Plus et Rage, vous venez d'écouter Break My Soul de Beyoncé. Nadine, je parlais en introduction de la prise de parole de Camille Lelouch. Est-ce que c'est important pour toi que des personnalités publiques témoignent de leur parcours d'anciennes victimes de violences conjugales ? Je pense que c'est même indispensable parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut être touché par cette situation, quelle que soit la situation sociale. Et l'avantage d'avoir aussi des personnalités publiques connues et reconnues, c'est que du coup, ça vient renforcer cette comment dirais-je, ça vient renforcer cette idée que tout le monde peut être touché, quoi, en fait, hein, vraiment, tout le monde peut être touché. Et quelque part, ce sont aussi un peu nos porte-paroles, hein, qui arrivent à pouvoir parfois monter assez haut dans les sphères pour pouvoir être entendus et reconnus, pour pouvoir peut-être actionner tous les leviers médiatiques pour faire du bruit également. Alors, si on prend l'exemple du parrain de l'association, hein, qui est Lucien Douib, donc qui a perdu sa fille d'un féminicide, il a fait beaucoup de bruit, hein, il est monté très très haut pour être entendu, donc quelque part ça fait bouger aussi les lignes. Si on prend Laura Rapp, c'est pareil, hein, Laura, avant qu'il y ait une condamnation, avant que tous les faits soient reconnus, que ce soit jugé, Laura a écrit un bouquin qui s'appelle Mourir ou tweeter. Donc elle a utilisé aussi ses réseaux sociaux pour qu'à un moment donné, eh bien, quand les médias s'en emparent, pardon, et bien derrière, on peut avoir des actions qui soient menées conjointement sur le plan aussi judiciaire, puisque ça va interpeller davantage et on va essayer aussi quelque part d'éteindre le feu et peut-être mener des actions correctives là-dessus. Et cette prise de parole, elle est de plus en plus importante depuis 2017, hein, depuis MeToo. Donc il y a vraiment été un élan pour la libération de la parole des femmes. Je pense aussi au témoignage de la patineuse Sarah Abitbol, qui a été abusée par son entraîneur. Dans le monde du sport aussi, il y a du MeToo Sport. Une réaction par rapport à ça ? Ah bah oui, je pense que ça a été, le plus gros élément déclencheur qui a permis aux femmes de pouvoir s'exprimer de façon anonyme ou pas, à travers le monde entier, et de pouvoir dénoncer des faits qu'elles ont pu commettre, et puis éveiller un petit peu les consciences pour justement faire bouger les lignes, hein, depuis qu'il y a ces mouvements MeToo, mais il n'y a pas que MeToo, il y en a plein d'autres, hein. De toute façon, tout est bon à prendre, et je pense qu'aujourd'hui, plus on va travailler de concert ensemble et de façon, enfin, en synergie, plus on va être fort sur le terrain pour pouvoir mieux accueillir les personnes quand elles arrivent dans les commissariats. Ça commence à arriver tout doucement sur le terrain, mais malheureusement, il faut former aussi tout ce personnel, hein, à l'accueil d'une femme qui vient de subir, hein, qui vient d'être violée, qui vient d'être tapée, qui vient d'être malmenée, ou même à répétition, hein, qui peut avoir aussi parce qu'on parle de violence physique, c'est vrai que c'est important, et ça peut paraître très impressionnant de l'extérieur, parce que ça peut malheureusement mener sur des féminicides, mais la reconstruction sur des violences psychologiques, elle est très très difficile. Est très longue, et à mon sens elle est beaucoup plus longue parce qu'elle a été très insidieuse. Il y a eu un travail de sape qui s'est fait pendant des mois, pendant des années, de façon répétée, et du coup on a perdu un peu de sa personnalité aussi. Donc il y a aussi cette reconstruction personnelle qu'il faut pas perdre de vue. Oui, parce que comme la violence psychologique ne laisse pas de bleu, les personnes ont tendance à penser que ça ne fait pas partie du spectre des violences conjugales, mais ça fait entièrement partie du spectre des violences conjugales, et c'est même un premier pas, justement, avant les violences physiques.
Bien sûr, bien sûr. Il y a même des femmes sans avoir été impactées par la violence physique, qui ont subi que des violences psychologiques, qui ont malheureusement et sont allées jusqu'au suicide. Hein. On n'en parle pas, toutes ces oubliées, toutes ces femmes qui ont laissé ces petits orphelins aussi. Parce qu'elles ont renoncé à la vie, parce que c'était trop compliqué pour elles. Et la violence psychologique, elle est vraiment très, très, très insidieuse. Et tout à l'heure, je parlais de l'importance d'avoir une écoute et un soutien psychologique. C'est en ce sens-là que c'est très important de ne pas hésiter à aller consulter. Et puis, quand bien même votre thérapeute ne vous convient pas, vous changez. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à tout ce travail de professionnels sur le terrain aussi qui fait que on prend conscience que voilà, on doit sortir de cette situation et on veut sortir de cette situation. Est-ce que tu aurais une lecture, un film, une série à recommander à nos auditeurs pour sensibiliser sur le sujet ? Alors, je pense à une série qui est passée il n'y a pas très longtemps sur TF1 qui s'appelle Manipulation. De mémoire, je crois que c'est en 6 ou 7 épisodes. Hein. C'est assez court. Mais c'est intéressant parce qu'on voit justement tous ces mécanismes qui se mettent en place, qu'on a un petit peu développé tout à l'heure sur cette phase de séduction, de pouvoir, d'emprise et de voir justement comment se dégrade et se délite la relation d'un point de vue de spectateur. Donc ça permet aussi parfois de pouvoir aussi s'identifier dans ces situations. Sur la partie livre, moi j'aime beaucoup Boris Cyrulnik. Alors c'est parfois un petit peu technique, mais il y a un bouquin qu'il a écrit il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Un merveilleux malheur. Boris Cyrulnik, il a subi d'autres formes de violence. Lui, c'est un enfant de la Shoah. Donc forcément, il a grandi avec des images qu'il n'aurait jamais dû voir. Et il a dû se cacher aussi, etc. Et il a fallu qu'il développe justement tous ces mécanismes de résilience. Donc moi, vous avez vu que je suis beaucoup portée là-dessus parce que c'est ce qui m'a sauvée. Donc ça, c'est un premier bouquin que je recommande. Et puis également, un de ses derniers bouquins qui est un petit peu plus récent, qui est Sport et résilience. Voilà, où il explique très très bien justement comment le sport amène à cette forme de résilience, comment justement on peut avoir aujourd'hui des belles leçons de vie aussi sur des personnes qui sont handicapées physiquement et qui arrivent à se reconstruire et qui arrivent à avancer, qui arrivent à être heureux et qui vous donnent aussi cette force aussi de se dire que quelque part on souffre, mais il y en a qui souffrent aussi plus que nous et qu'on arrive aussi à être un peu au-dessus de tout ça. Voilà, c'est mes principales références. Mais c'est très bien. Et enfin, quel message tu voudrais faire passer aux femmes victimes de violences conjugales ? Les messages, ils sont simples. Hein. Sortez de ce silence. Faites-vous aider. Hein. Si aujourd'hui vous avez l'impression que la source s'est tarie parce que vous avez épuisé vos amis, vous avez épuisé votre famille, ou vous êtes tout simplement, vous avez plus de contact, ou vous êtes loin, ou vous n'osez pas tout simplement les en informer, rapprochez-vous des associations, rapprochez-vous de l'assistante sociale de votre commune, demandez un rendez-vous avec votre médecin traitant, demandez un rendez-vous avec le psychologue, actionnez justement tout ce qui est aujourd'hui à votre disposition parce que aujourd'hui, c'est vrai que en matière de politique, les choses avancent pas très vite, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se structurent sur le terrain. Et aujourd'hui, dans si on prend le conseil départemental du Gard, on a un service qui est complètement dédié à l'égalité femmes-hommes. Et au sein de ces services-là, derrière, ils relayent sur le terrain avec toutes les associations pour accompagner les femmes, que ce soit sur l'aspect juridique, professionnel, vous accompagner sur la recherche d'un travail. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en mettent en place. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Faites-vous aider, libérez cette parole.
protégez vos enfants, surtout, protégez-les. C'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. C'est ce qui va après derrière aussi faire qu'ils vont aussi avoir une vie heureuse et qu'ils vont pouvoir aussi se reconstruire. Moi, mon fils, malgré toutes ces souffrances qu'il a pu endurer, malgré une non-reconnaissance en tant que victime, aujourd'hui, il est parfaitement heureux. Il a réussi à faire des belles études. Gardez surtout l'espoir de tout ça. Et puis surtout, mettez-vous à l'abri et dans des situations d'urgence, n'hésitez pas à composer... Le 3919. Le 3919, pour pouvoir vous aider et puis vous mettre à l'abri ou tout simplement demander de l'écoute ou de l'abri aussi par votre environnement, vos voisins. Voilà, on vous reprochera jamais de vous mettre à l'abri dans de pareilles circonstances. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nadine, pour ton témoignage vraiment précieux. Merci énormément. Comment on pourra suivre ton exploit l'été prochain ? Entre le 1er mai et le 30 juin, j'ai donc un routeur météo. Un routeur météo, c'est un expert en météo qui permet d'analyser des fichiers et des données sur le plan météorologique et qui va pouvoir me donner la meilleure fenêtre météo pour partir. Ça va se dérouler entre le 1er mai et le 30 juin 2023. Et on pourra me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur le site internet des ailes pour elle, donc AILES pour elle, E2LES, c'est tout un symbole, sur le compte Instagram, sur le compte LinkedIn. Et puis également, les médias vont également bien travailler pour relayer les messages et puis surtout partager, liker la page pour que derrière, on fasse de cette opération on va dire un peu le téléthon des femmes victimes de violences pour que le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. Donc si derrière on n'a pas des subventions sur les associations, on ne peut pas venir en aide aux victimes. Donc donner, il n'y a pas de petites sommes, il n'y a pas de petits dons. Relayez tout ça et puis surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup, Nadine. Aujourd'hui, en recommandation culturelle, l'excellente bande dessinée Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de l'illustratrice Sophie Lambda. Elle y raconte sa reconstruction après une relation toxique. C'est une BD très documentée, un ouvrage qui décrit avec précision les différentes phases de l'emprise, avec beaucoup de pédagogie et aussi des pointes d'humour. Voilà. Et rappelons que les violences psychologiques font partie intégrante du spectre des violences conjugales. Je dédie cet épisode à Nathalie, je pense très fort à toi, où que tu sois. Retrouvez OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer.